Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le mercredi 29 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. Pardon, merci d'être des nôtres encore une fois ce matin. Content de vous retrouver et de vous savoir à l'écoute. Deux sujets dominent essentiellement l'actualité lorsqu'on fait le tour des quotidiens ce matin et qu'on regarde un peu les développements au cours des dernières heures. Bien sûr, cet ouragan Mélissa qui a balayé la Jamaïque et qui est maintenant tout près ou en train de toucher l'île de Cuba. On va faire le point là-dessus. Jean-Philippe Robillard va nous donner les derniers développements et ce que l'on sait de ce que ça a causé comme dégâts en Jamaïque, où semble-t-il ça a frappé fort, mais évidemment, comme toujours dans ces situations-là, c'est pas facile d'avoir les premières informations, souvent dans les heures suivant le passage d'une puissante tempête comme Mélissa. Les communications sont coupées, alors on va essayer de vous faire le portrait le plus juste possible ce matin. Puis quand on fait le tour des quotidiens ce matin, l'autre sujet qui domine l'actualité, encore une fois, ce sont ces tensions entre le gouvernement du Québec et les médecins. Et là, un peu partout, on nous rapporte ces médecins qui se tournent vers d'autres provinces qui menacent de quitter le Québec, entre autres pour aller travailler peut-être éventuellement au Nouveau-Brunswick ou encore en Ontario. La Colombie-Britannique semble faire de l'œil également aux médecins québécois. Donc, je vais revenir là-dessus parce que c'est pas mal dans les quotidiens de ce matin. Pour tout de suite en studio, Julie, Jasmine et Véronique sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va revenir ensemble sur Mélissa pour peut-être faire le point tout de suite sur où est rendue cette tempête. Je pense que, elle approche ou touche Cuba en ce moment. Oui, elle a touché terre du côté de Santiago de Cuba, 3h10 ce matin, avec des vents soutenus quand même à près de 200 km/h, 195, donc catégorie 3, 400 mm de pluie anticipée là, sur le sud-est de Cuba d'ici jeudi. Déjà des inondations importantes de ce côté-là. Et un petit peu plus tard aujourd'hui, la tempête va se déplacer vers les Bahamas, donc sous forme encore d'ouragan, catégorie 3 ou 2, là, mais assurément des vents à plus de 150 km/h. Ensuite, cap sur les Bermudes pour jeudi. Et en ce qui a trait à l'influence de Mélissa pour nos secteurs à nous, Mélissa devrait rester au large, devrait pas toucher terre. On parlait des grands bancs Terre-Neuve dans ces coins-là. Ça resterait très loin des côtes, mais le système côtier qui remonte, qui nous donnera de la pluie, pourrait puiser un petit peu de son humidité. Tout ce que ça ferait, c'est bonifier un peu les quantités de pluie. Okay. Voilà. Alors, pour l'instant, Mélissa ne devrait pas avoir d'autres impacts chez nous, mais c'est Cuba qui est touché ce matin. Les Bahamas le seront cet après-midi et les Bermudes demain. Parfait. On va revenir avec vous, Véronique, dans les prochaines minutes pour les prévisions de la météo en détail, mais on comprend qu'on aura de la pluie au menu dans les prochains jours avec ce que vous venez de nous dire là. Alors, Julie Jasmine, lancement ce soir d'un livre sur Beau Dommage, groupe très important, évidemment, très influent. Et regardez la brique pour les gens à la maison. Pas mal épais. Mais il est beau, le livre. Il est beau. Vous avez raison, parce que la couverture avec est une rigide. photo d'époque. Oui. Et de Beau Dommage. De Beau Dommage, oui, c'est ça. Alors, début, je dirais? Ou... Oui, puis il y a de tout là-dedans. En fait, on fait le parcours au complet. Bon, évidemment, groupe qui a plus d'une cinquantaine d'années. C'est 327 pages de joie. Et j'ajouterais, vous savez, on a un balado ici sur audio qui parle justement de l'album, le tout premier album, qui est une expérience auditive fabuleuse. Bien, celle-ci est une expérience visuelle. Alors, j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que c'est bourré de très, très belles photos en tout genre, évidemment, du groupe. On y revient dans les prochaines minutes aux actualités culturelles. Parlons d'abord de sport. La balle est frappée là-bas en direction du champ gauche. À la piste à l'avertissement. Circuit Vladimir Guerrero Junior. Il était tôt dans la soirée lorsque Guerrero a frappé ce circuit. On a pu un peu crier dans le salon, les enfants, ma conjointe et moi-même, parce qu'on était contents de voir. C'est pour ça que vous avez un petit chat ce matin dans la gorge. Je me suis peut-être un petit peu trop énervé en écoutant les Blue Jays hier soir. J'ai pas écouté le match jusqu'à la fin, je vous rassure quand même. J'ai été sage, je suis allé me coucher. Mais enfin, Olivier, les Blue Jays ont gagné ce match à Los Angeles. Oui, un match haut en émotion. Vladimir Guerrero Junior, encore une fois, qui d'autre qui a donné la victoire, ou en fait qui a poussé les Blue Jays vers cette
cette victoire d'hier, victoire de 6-2, et qui donc nivelle cette série 2-2. C'est maintenant égalité entre les Blue Jays et les Dodgers de Los Angeles. Une victoire importante donc sur la route à Los Angeles. Et pour Vladimir Guerrero aussi, il y a un titre qui vient avec ce coup de circuit puisque c'est son 7e des séries et il devient donc le joueur des Blue Jays à avoir frappé le plus grand nombre de coups de circuit en séries éliminatoires lors d'une seule édition des séries éliminatoires, ce qui le place un peu dans l'histoire de l'équipe et qui donc redonne un peu de vie aussi aux Blue Jays parce que oui, ils ont un dernier match à jouer à Los Angeles, mais ils se sont assurés aussi d'avoir un match numéro 6 à la maison. Donc cette série mondiale se terminera à Toronto, exact, que ce soit vendredi lors du match numéro 6, sinon samedi lors du match numéro 7, advenant un match ultime. Donc ça, c'est rassurant. Faut dire aussi que les bâtons se sont fait sentir une fois Shohei Ohtani lorsqu'il a quitté le monticule. Là, c'est vraiment la relève des Dodgers qui a failli hier contre les Blue Jays, qui ont marqué entre autres 4 points lors de cette 7e manche pour filer avec cette victoire de 6-2. Donc belle victoire pour les Blue Jays, pour les partisans aussi, c'est rassurant. Et là, il y a une nouvelle course qui vient de se lancer. C'est la course où c'est, l'inflation des billets en revente maintenant pour les matchs numéro 6 et 7. Ils avaient été achetés. Maintenant qu'on sait qu'il y aura au moins un match numéro 6, bonne chance pour en trouver à un prix décent sur Internet. C'était déjà cher en partant, imaginez. Oui, imaginez maintenant que l'équipe est confirmée. OK, parlons maintenant de hockey. Suzuki pour Caulfield, qui résiste à Catton. Caulfield, quelle feinte! Caulfield, derrière le filet maintenant. Alors, on est à Seattle, encore une fois contre le Kraken, encore une fois en prolongation, encore une fois Cole Caulfield. Oui, encore une fois Cole Caulfield. 2 buts dans le match aussi. Ça aussi, c'est encore une fois. Cole Caulfield qui a marqué le premier et le dernier but du Canadien de Montréal dans une victoire de 4-3 en prolongation. Cole Caulfield qui a marqué son 11e en carrière en prolongation, un but gagnant, donc pour donner la victoire aux Canadiens. C'est un record chez le Canadien de Montréal. Il devance donc Howie Morantz et Max Pacioretty. Un match qui a été dominé pendant à peu près 50 minutes, c'est ce que va nous dire Martin Saint-Louis, parce que le Canadien avait les devants 3-0 et en fin de troisième période, les Kraken en ont marqué 3 pour forcer la prolongation. Ça n'a pas été très long. Cole Caulfield, en prolongation, s'est installé dans le bureau de Wayne Gretzky, c'est-à-dire derrière le filet du gardien Joey Daccord du Kraken de Seattle, a manœuvré pour lui glisser ça sous le patin. Et puis, c'est ce qui a donné la victoire à l'équipe. On peut d'ailleurs écouter Martin Saint-Louis. C'est quasiment 50 minutes, parfait. Je pense que c'est un scénario parfait pour l'entraîneur. On va chercher les 2 points. Puis on va apprendre des leçons. Donc on va serrer la vis. C'est un peu ce qu'on comprend parce qu'il n'a pas du tout apprécié cette fin de match. Mais quand même, beaucoup de repos aussi pour le Canadien de Montréal parce qu'on termine ce voyage de 4 matchs sur la route dans l'Ouest. Maintenant, petit repos. Prochain match, c'est à la maison, samedi, contre les Sénateurs. Merci beaucoup. Bonne journée, Olivier. Prévision de la météo. Oui, alors encore du soleil aujourd'hui avant la pluie. Une belle journée aujourd'hui, à l'image de celle d'hier, 10, 12 degrés au thermomètre, des vents du nord-est, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Donc, vraiment, un copier-coller de la journée d'hier. C'est peut-être un peu plus variable en Estrie, mais ça deviendra ensoleillé cet après-midi. L'ennuagement va se faire au cours de la soirée et de la nuit ou tôt demain matin et les précipitations commenceront à entrer demain. Fin de matinée, c'est une probabilité d'averse, mais demain après-midi, on aura de la pluie. Ça va se poursuivre, en fait, de jeudi après-midi jusqu'à samedi. 30-50 mm là-dedans. C'est la fourchette que l'on anticipe. L'intensité des précipitations est encore en voie de diminuer pour la soirée de l'Halloween. Donc, oui, ce sera assez intense jeudi soir, vendredi matin, mais plus on avance dans la journée vendredi, ce sera pas beau, mais disons qu'on pourrait éviter le déluge puis avoir un parapluie normal, ça pourrait aller. Les vents seront là du nord-est, 30-50 km à l'heure. On a déjà vu pire. Alors, ça va se faire, cette collecte des friandises, mais il faut prévoir... Peut-être un peu détrempé, mais ça sera quand même... Un peu d'eau dans le costume, mais ça va se faire, ça va se faire. Puis les températures ne bougent pas, c'est du 8 à 10 degrés que l'on garde au thermomètre pour les prochains jours. Même chose vers l'Abitibi, variable aujourd'hui, encore beau demain. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, du beau temps également, 9 à 11 degrés aussi pour ce qui est des températures. L'ennuagement se fait demain. Les précipitations commenceront demain soir. On a commencé à émettre des bulletins spéciaux dans l'est du Québec en ce qui a trait aux quantités de pluie. Ça devrait se préciser dans les prochaines heures. En territoire ontarien, c'est variable dans l'ensemble, plutôt ensoleillé du côté d'Ottawa, les températures dans la jeune dizaine également. Et dans l'ouest, surtout des nuages à Vancouver, quelques petites averses possibles. Le maximum est de 13. Dans les prairies, Edmonton et Calgary, encore du beau temps. Ça va s'ennuager à Regina. On prévoit des averses en fin de journée. C'est assez venteux. Du côté de Winnipeg aussi, ennuagement, les averses, ça ira demain. Et c'est du 9 à 11 degrés là aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.
Oui, je vous le disais, beaucoup d'actualités sur les médecins, des médecins qui veulent quitter le Québec. C'est en une, entre autres, du Journal de Montréal, le Journal de Québec. La presse également nous parle de ça. Ce sont des médecins qui disent, avec l'adoption du projet de loi 2, de la loi 2 maintenant, il y a des médecins qui pensent quitter. Le Journal de Montréal nous dit plus d'une centaine de médecins ont entrepris des démarches. C'est pas fait, mais ont entrepris des démarches pour quitter le Québec, pour aller pratiquer en Ontario et au Nouveau-Brunswick, notamment. En date d'hier, le Collège des médecins de l'Ontario a confirmé au journal avoir reçu 60 demandes de permis de médecins québécois depuis le 23 octobre. Au Nouveau-Brunswick, le Collège des médecins a reçu 30 demandes pour cette même période. Donc, il y a des gens qui sont inquiets, notamment, est cité dans le Journal de Montréal le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Outaouais, parce qu'évidemment, en région limitrophe avec l'Ontario, c'est peut-être un peu plus facile pour un médecin d'abandonner sa pratique au Québec pour aller travailler en Ontario quand on n'a qu'un pont à traverser. Donc, il y a de l'inquiétude, effectivement, parce que ça veut dire des patients qui seraient laissés pour compte. Donc, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal de ce matin, qui nous parle aussi de vives inquiétudes si des postes de police auxiliaires devaient fermer. C'est que la Sûreté du Québec a annoncé, parce qu'il y a effectivement des efforts budgétaires qui sont demandés à la police provinciale du Québec, qu'il y a des postes de police qui pourraient fermer dans certaines régions, qu'on appelle des postes de police auxiliaires, donc qui sont, disons, dans des plus petites régions et qui desservent une plus petite population. Mais effectivement, le ministre n'est pas satisfait du plan de la SQ pour faire des économies et il exige que la Sûreté du Québec refasse ses devoirs. Il est cité donc dans le Journal de Montréal de ce matin. Et puis dans le Journal de Québec, on revient sur une entrevue ou en fait sur l'interrogatoire du juge de Lille. On a de nouveaux détails sur cette affaire. C'est un interrogatoire policier tenu en 2010 qui n'avait jamais été rendu public jusqu'à maintenant. Et l'ex-juge Jacques Delisle qui niait toute implication dans le décès de sa femme, version qu'il avouera mensongère quelques années plus tard. Vous pourrez lire cet article en une du Journal de Montréal. Je vous parlais des médecins, encore une fois en une du Devoir, des médecins qui font leur valise. Le Collège des médecins de l'Ontario enregistre une hausse des demandes d'agrément de médecins québécois. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal, qui revient aussi sur Mélissa, qui frappe la Jamaïque et qui nous parle aussi de cette campagne électorale à Québec. Encore une fois, la campagne électorale à Québec met en relief la ligne de fracture entre les camps favorables et opposés au tramway. Aujourd'hui, le Devoir nous présente une entrevue avec le candidat Stéphane Lachance. Donc, vous pourrez lire ça en une du Devoir. Encore une fois, les médecins, c'est définitif. Je ne reste pas ici. Citation d'un médecin, donc, qui veut aller travailler ailleurs, en Ontario. Le Devoir, pas le Devoir, mais la presse qui a aussi parlé des médecins qui songent à quitter le Québec pour aller pratiquer ailleurs. Et le quotidien nous parle également d'une révolte de citoyens, cohabitation difficile avec l'itinérance. Ce sont des voisins de refuge pour sans-abri à Montréal qui se tournent vers la justice, se tournent vers les tribunaux. Pas pour nécessairement blâmer le travail des gens ou de ces refuges qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance, mais plutôt pour forcer les autorités publiques à aider davantage ces gens-là. Et on nous parle de situations très difficiles, tendues entre ces refuges pour itinérants, des personnes en situation d'itinérance, parfois intoxiquées sur la rue, et le voisinage autour de ces refuges. Donc, dossier complet que vous pourrez lire dans la presse de ce matin. C'est un reportage de Caroline Touzin, photo de Martin Tremblay. Donc, vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. Sinon, dans le Globe and Mail, eh bien, on nous parle, entre autres choses, d'ossements qui ont été découverts et qui, disons, soulèvent maintenant des questions sur la façon dont les mammifères se sont promenés un peu partout sur Terre il y a de cela des millions d'années. Donc, vous pourrez lire ça en une du Globe and Mail, qui nous parle également d'un retour en classe qui s'annonce difficile en Alberta, alors que le gouvernement là-bas a adopté une loi pour forcer le retour au travail des enseignants et des enseignantes. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, on va revenir ensemble sur Mélissa qui a frappé la Jamaïque. On en parlait avec Véronique. Mélissa touche maintenant l'île de Cuba. Les autorités ont décrété d'ailleurs l'état d'urgence dans plusieurs provinces de l'Est du pays. Oui. Là aussi, Jean-Philippe, on craint d'importants dégâts. Oui, comme ça a été le cas, vous l'avez dit hier en Jamaïque, donc l'ouragan Mélissa qui vient de toucher Cuba, en fait le sud-est de l'île, mais qui a perdu de sa
sa force, de sa puissance. Il est maintenant de catégorie 3 avec des vents qui peuvent atteindre, à moins que je me trompe, jusqu'à 190 km/h, également accompagné de fortes précipitations. Je voyais des images tantôt. Là, il y a d'ailleurs déjà des inondations dans certaines régions du pays. L'état d'urgence, vous l'avez dit, a été décrété dans 6 provinces de l'est de Cuba. Il y a plus de 730 000 personnes qui ont été évacuées jusqu'à présent, surtout dans les provinces de Santiago de Cuba, de Holguín, mais également de Guantanamo. Les Cubains, Mathieu, qui depuis le début de la semaine tentent de se préparer, stocker des vivres, c'est ce qu'ils ont fait, des bougies, des piles pour faire face à cette tempête qui les frappe là, de plein fouet. Actuellement, donc, en fait, à l'heure où on se parle. Ils sont dans la tempête. On aura peut-être un bilan un peu plus tard aujourd'hui. Ouais. La Jamaïque se relève difficilement du passage de Mélissa. En tout cas, selon les informations qu'on a, qui sont toujours plus dures à avoir dans les heures suivant la tempête, étant donné que bien des communications sont rompues. Bien, sont plus difficiles parce qu'à plusieurs endroits, il n'y a pas d'électricité, donc c'est difficile de parler aux habitants, aux résidents. L'ouragan, donc, il a frappé hier de plein fouet, surtout l'ouest de la Jamaïque, alors que l'ouragan était toujours de catégorie 5, c'est-à-dire avec des vents de près de 300 km/h, des pluies diluviennes, ce qui a créé des inondations. Mathieu, il y a eu beaucoup de dégâts, de ravages. Il y a des toits qui se sont envolés. Il y a des clôtures qui sont parties. Le premier ministre de la Jamaïque a même déclaré que l'ensemble de l'île, que son pays était à l'heure actuelle une zone sinistrée. On a parlé avec le Québécois Mathieu Masson-Duceppe, qui habite en Jamaïque. Il nous raconte ce qu'il a vécu hier. Tout le monde est un peu en train de récupérer de cette nuit. Alors, c'est comme un peu du micro-control damage de tout ce qui se passe. C'est comme, mettons, moi, j'ai eu de l'eau qui est rentrée par les fenêtres, par la porte patio. Là, on vient de perdre l'électricité. Il y a plus de 500 000 Jamaïcains comme lui là, qui sont privés de l'électricité à l'heure actuelle. Et dans les secteurs résidentiels, là, pour vous parler, pour vous dire un peu l'ampleur des dégâts, les autorités ont averti les Jamaïcains qu'ils doivent surveiller la présence de crocodiles en raison justement des débordements de cours d'eau. La tempête donc qui frappe aujourd'hui Cuba. Et dans les derniers jours, les compagnies aériennes canadiennes ont rapatrié pas tous les vacanciers, mais des vacanciers qui se trouvaient à Cuba, comme elle l'avait déjà fait d'ailleurs en Jamaïque. On suivra et on espère avoir des nouvelles effectivement au cours des prochaines heures de ce qui se passe en Jamaïque et on va continuer de suivre le parcours de Mélissa. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio avec ce très beau livre que je suis en train de feuilleter. Et là, je tombe sur la page de présentation des différents musiciens, différents membres du groupe de Beau Dommage, avec évidemment des photos même de leur enfance lorsqu'ils étaient étudiants. C'est très, très, très illustré, très, très coloré, beaucoup de photos, d'archives, etc. C'est un livre consacré donc à ce groupe Beau Dommage qui est lancé, c'est aujourd'hui? Oui, officiellement ce soir. C'est bien gravé dans ma mémoire. Pas c'est bien gravé, c'est bien gravé. Ça, c'est le titre. Alors, lancé ce soir au Café du Monument National. C'est une musicographie, c'est un travail d'orfèvre incroyable du journaliste culturel Jean-François Brassard, qui a notamment travaillé à l'Éco-Vedette. Et vous parliez de la courte bio. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça, on les place dès le départ. Et le dénominateur commun de ses membres, c'est qu'ils ont tous été foudroyés par les Beatles. Alors, quelques années auparavant, ce qui a teinté finalement, je pense, l'espèce d'unicité dans leur démarche créative. Et ce qu'on entend, c'est la chanson de Chinatown. Puis j'insiste sur la flûte de Robert Léger parce que ce qu'on apprend, ça c'est une anecdote assez fabuleuse, pendant 3 mois, il a soufflé dans des petites bouteilles de vitre de Coke pour apprendre à jouer adéquatement de la flûte traversière. Et ça, c'est à la demande de son professeur, qui était une des premières flûtes de l'OSM. Alors, pendant plusieurs mois, c'est ce qu'il a fait. Alors, c'est le genre d'affaires que vous allez trouver dans ce livre-là. Donc, voilà, c'est paru la semaine passée. Là, ça se trouve en librairie, bien évidemment.
chez l'édition Les Malins. 327 pages de pur bonheur de photos et tout ça. Oui, puis on voilà. peut, je vous dirais, aller et venir dans le livre comme on veut. La façon dont c'est fait, on peut décider d'en lire un bout, le mettre de côté, etc. Mais c'est très beau, très bien illustré. Donc, Beau dommage, c'est bien gravé dans ma mémoire. Jean-François Brassard, vous pourrez mettre la main là-dessus. Parlons maintenant de La Disque qui va rendre hommage à Alain Simard. Personnage important dans l'industrie, disons, culturelle, mais aussi qui a joué un rôle important dans la carrière, justement, de Beau dommage. Bien oui, c'est grâce à Alain Simard si on a eu ces réunions occasionnelles post-séparation de Beau dommage sur scène, puis aussi le mythique album de 1994. Vous avez parlé d'un pionnier de l'industrie musicale, bien sûr, gestionnaire, producteur de spectacles, promoteur. Il est derrière le Festival de jazz, bien évidemment, ainsi que Montréal en lumière et les Franco. Prix hommage qui lui sera remis par ses pairs, donc lors du gala industriel. Ça sera lieu mercredi prochain à 16h, avant les galas, donc le premier gala de la disque et aussi le gala télédiffusé qui aura lieu le dimanche d'après. Oui, voilà. Parlons des représentants de 5 musées dans l'Est du Québec qui se sont rendus hier à l'Assemblée nationale pour réclamer de l'aide financière. Oui, c'est ça. Les temps sont très, très durs pour les musées en région dite éloignée. Là. Ils demandent au gouvernement du Québec un investissement de 2 540 000. Ça, c'est pour aider 43 institutions culturelles. Ils estiment que le gouvernement doit agir d'ici décembre 2025, sans quoi plusieurs musées pourraient fermer leurs portes. Puis je vous rappelle aussi, dans les derniers mois, là, que certains d'entre eux ont dû cesser temporairement leurs activités. On parle d'une augmentation des coûts de fonctionnement de 25 % et aussi le fait de faire naître des expositions, à quel point ça coûte extrêmement cher. Et lors du dernier dépôt du budget, en mars, il n'y avait pas d'ajout de financement qui avait été octroyé. Alors, et là, du côté du bureau du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, on a réagi hier par courriel. Donc, ce qu'on dit, c'est que depuis 2019, notre gouvernement a quand même augmenté, là, je le cite bien sûr, de 31 % les sommes allouées au musée, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, puis on cherche des pistes de solutions. Inquiétude, donc, pour bien des musées, 5 musées, donc, de l'Est du Québec, de plus petites institutions. Et pendant qu'on parle d'institutions culturelles, il y a une scène extérieure dans la région de Toronto, la scène qui s'appelle la scène Budweiser, qui va d'ailleurs changer de nom et qui sera modernisée. Oui, voilà, le Budweiser Stage pour les intimes. Alors, rebaptisé l'amphithéâtre RBC. On a un nouveau partenaire financier, bien sûr, la Banque Royale. Et il va fermer ses portes pour des rénovations. Ça va se faire à l'automne 2027. On va fermer ça pendant 18 mois. Puis, au terme de ça, on va ajouter 2000 places assises sur la pelouse, qui est un endroit magnifique par ailleurs, là, qui est tout près du lac Ontario, si jamais vous êtes déjà allé. Et ce qu'on va faire, et ça, c'est très intéressant, en 2030, ça va devenir une salle de spectacle ouverte à l'année parce qu'on va installer un toit à reconstruire avec des panneaux mobiles qui pourront donc garder la scène ouverte pendant les mois froids. Oui, alors ça, c'est une très belle nouvelle. Puis ça a été annoncé par Live Nation hier, Canada, bien sûr. Parfait. Merci pour tout ça, Julie Jasmin. Je vous souhaite une belle journée, un beau mercredi. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.